Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est le moment de notre grand angle. C'est peu dire que c'est un texte ancien, l'Artha Shastra est vieux de plus de 25 siècles, mais ce traité indien, notamment en termes de politique, est pourtant extraordinairement actuel. Le versant politique de ce traité, c'est celui que vous avez décidé de publier, Jean-Joseph Boileau. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes agrégé de sciences sociales, docteur en économie, spécialiste des grandes économies émergentes et donc de l'Inde. Et vous publiez L'Inde ancienne au chevet de nos politiques aux éditions du Félin. On va bien sûr y revenir, mais j'aimerais d'abord avoir... Et aux éditions Bouzzone, car nous avons un éditeur purement numérique. Je pense que la solution du livre, ça va être ça, d'avoir l'éditeur papier, l'éditeur numérique, les deux. On se dirige vers ça, c'est vrai. Alors on va revenir, bien sûr, au corps de ce livre. Mais d'abord, j'aimerais analyser avec vous la visite récente du Premier ministre indien Narendra Modi en France. C'était début juin. Quel bilan, en fait? Le 3 juin, c'est ça, exactement. Quel bilan? Écoutez, il y a trois aspects très importants qui, je pense, marquent cette visite. La première, c'est quand même que, ça, c'est pas fréquent. Narendra Modi prend son téléphone au lendemain de la victoire du président Macron pour le féliciter. Il a été un des premiers, oui, à le féliciter. Ouais. Un des premiers. Ça, c'est quand même, les gens ne se rendent pas compte. L'Inde, c'est 1,5 milliard d'habitants, et je ne dis pas que la France est un peu en dessous du milliard, mais pas loin. Et dans le cours de la conversation, les deux, par ricochet, le président Macron a dû lui dire venez donc à Paris. Ah, tiens, ça tombe bien, je vais en Europe. Donc c'est très important. Cette diplomatie, à la fois, montre que les deux pays sont en phase, et deuxièmement, qu'il y a deux dirigeants qui, quand même, aussi, ont une façon différente de faire de la politique. Le deuxième, c'est le cadeau. C'est celui-là, le cadeau. Il faut comprendre que le Premier ministre indien apporte l'édition tout cuir de l'Artha Shastra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... De votre livre, enfin, de ce que vous avez traduit. Non, ça, je l'ai envoyé, moi, au président Macron. Ouais. Mais lui donne l'original. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un message de Narendra Modi, c'est écoutez-nous. C'est-à-dire, écoutez notre sagesse, au lieu de nous voir comme simplement un marché ou un pays pauvre. Puis troisièmement, c'est l'engagement quand même. Les gens me disent, il n'y a pas eu de signature de contrat. Laissez-les négocier des contrats militaires et vous allez en entendre parler dans pas longtemps. Mais surtout, il a pris l'engagement d'y aller avant la fin de l'année pour le lancement de l'Alliance pour le solaire, qui est quand même, si vous voulez, suite à la COP 21, une initiative phare. Donc je suis très très content que dans la relation franco-indienne, le couple, pour l'instant, Modi-Macron, a accroché en quelques semaines. On dit que Narendra Modi se retrouve beaucoup en Emmanuel Macron. C'est le cas, selon vous? Oui, parce que c'est le débat entre faut-il être Chanakya ou faut-il être Machiavel. Alors, je reviens très vite. On dit souvent que Chanakya, l'auteur de ce traité, Chanakya, ça veut dire le rusé, le retors, c'est le Machiavel indien. Non, c'est pas le Machiavel indien, parce qu'il a écrit ça quand même 20 siècles avant, et parce qu'il y a une différence fondamentale. Et je pense qu'elle a échappé, bien sûr, à Macron. Laquelle, alors? La morale, la vertu. Tous les moyens ne sont pas bons. L'Artha Shastra, c'est un traité de gouvernance politique qui est la synthèse... Mais aussi militaire et économique. Et donc militaire... Voilà. Comment avoir un État prospère? Il faut des dirigeants qui soient vertueux. Vous savez, la vertu et la morale, c'est un gros mot en France, puisqu'on vient même de le retirer de ce fameux projet de loi. Non, moi je pense que la morale doit être au milieu. Et pour le président Macron, c'est intéressant d'avoir, au-delà donc de Machiavel, cette vision du monde qui est de dire, oui mais attention, il y a une ligne, là, une bordure à pas dépasser. Tous les moyens ne sont pas bons. C'est ce que disait Gandhi aussi, d'ailleurs, à propos de cela. Les moyens ne peuvent pas justifier la fin. Il a refusé l'indépendance de l'Inde vis-à-vis des Anglais pendant une vingtaine d'années. À cause de ça, il disait l'Inde n'est pas prête. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant, ce dialogue qui a... Je pense qu'il va se poursuivre parce qu'en même temps, on voit des dérapages en Inde avec Narendra Modi, une intolérance vis-à-vis des religions, etc. On l'a vu tout à l'heure, notamment avec le cas justement des viandes bovines pour les musulmans et les chrétiens. Bien sûr. Or, dans le traité, à la page 80 de mon édition, parce que il est bien indiqué que le souverain doit respecter les 4 religions de l'Inde. C'est un traité aussi, justement, qui, pour la première fois, je crois, en Inde, c'est ce que vous écrivez, sépare le religieux du politique. Alors, c'est pour ça que je dis c'est un traité moderne. Moi, j'adore. Il y a un bouquin qui est sorti en France il n'y a pas très longtemps pour dire qu'on a inventé la politique moderne au XVIe siècle. Non, c'est pas sérieux. Quand vous regardez les 650 pages à peu près de l'Artha Shastra, c'est bien une conception moderne. D'abord, il faut un État. Ça, c'est complètement nouveau.
Deuxièmement, le chef Stable aussi. Hein. Stable. Et le chef de l'État, c'est pas comme en Chine. Il y a une différence entre l'Inde et la Chine. Il faut un État avec des fonctionnaires et il faut surveiller les fonctionnaires. J'adore toute cette partie-là. Je sais que mes amis fonctionnaires sont pas très contents, mais ils leur disent, voilà, les fonctionnaires ne sont ni bons ni mauvais. Si l'État est mauvais, les fonctionnaires seront mauvais. Ils devraient être contents de cela. Donc c'est intéressant. C'est un traité moderne qui, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est impressionnant. En fait, non. L'ensemble de l'Asie, à cette époque-là, en Chine, en Inde et ailleurs, eh bien, était plus développé que l'Europe, voilà. Et vous revenez sur quelque chose d'intéressant aussi dans l'introduction hein, de cette édition. C'est sur le grand pragmatisme du monde indien, prendre les humains tels qu'ils sont et non tels qu'ils voudraient qu'ils soient, démocratie imparfaite, mais plus grande démocratie du monde. Oui. Et c'est une conception intéressante quand même. Bah, j'ai appris ça en Inde, donc c'est normal que je restitue cela. Nous avons, nous, en France notamment, cette culture qui est de dire que c'était la Révolution française, qu'on le veuille ou non, fondamentalement, ou Rousseau. L'homme est naturellement bon. Les Indiens ont une vision qui est effectivement très balancée. Il est ni bon ni mauvais, il est les deux à la fois. Et le souverain, si vous voulez un bon souverain, bah, il ne faut pas croire que en prenant quelqu'un, c'est le problème aussi de la République française, qui a dans sa vie été bon, si les institutions ne corrigent pas, eh bien il va déraper. Donc prendre les gens comme ce qu'ils sont, avec le meilleur et le pire, ce qui veut dire quoi ? Il faut arrêter de croire qu'il y a un bon président ou un mauvais président. Il y a de mauvaises institutions. J'ai entendu dire qu'Hollande aurait été un mauvais président et que Macron va être un bon président. C'est une question institutionnelle. Et c'est là où Jean-Louis Debré apporte beaucoup au débat. Tant que la France n'a pas une Cour suprême totalement indépendante, avec aucun énarque dedans. Ça, ils aiment pas quand je dis ça, mais pourquoi ? Parce que sinon, ils sont jugés partis. Donc si vous n'avez pas au-dessus de la mêlée des sages, eh bien, on ne va pas améliorer les institutions, voilà. Alors, on le comprend, ce traité résonne de manière très actuelle. On y trouve des grands principes sur la bonne administration du pays, vous en avez déjà parlé, avec notamment des conseils sur la supervision de la comptabilité publique et la détection des détournements par les agents publics. On ne peut pas faire plus actuel. À l'échelle du monde, oublions la France un moment, à l'échelle du monde, on voit bien qu'on a aujourd'hui deux éléments fondamentaux. Premièrement, la montée des despotismes, des autoritarismes, en Russie, en Chine, en Inde aussi, la Turquie. Bon, il faut se poser quand même la question. À un moment donné, il doit bien y avoir des raisons. Et la raison, elle est en face. La crise des démocraties. Les démocraties occidentales sont corrompues, au sens du verbe, corrompues, par des mécanismes, si vous voulez, qui... l'État est jugé non efficace, il y a les détournements de fonds, il y a les politiciens qui se font payer les cravates, les costumes, les chaussures... Et favorise la montée des populismes, c'est ce que vous expliquez voilà. Aussi dans... Et donc, tant que les démocraties ne s'attaquent pas à pourquoi ils sont mal gouvernés, ils ne pourront pas répondre, à mon sens, à la montée des autoritarismes. Plutôt que de dire Poutine, c'est un facho, un dictateur, etc., posons-nous des questions. Quel modèle nous donnons ? Alors, il y a des républiques comme la Suisse, qui sont plutôt quand même bien gérées dans le monde francophone. Le Québec aussi, le Canada, je crois qu'ils ont fait des efforts dans ce domaine-là. Mais les grands pays occidentaux ont beaucoup de mal à améliorer leur gouvernance. Et je voudrais rendre hommage à celui qui vient de disparaître en Allemagne, que les Français ne prêtent pas assez attention. À Kohl. Les Français ne prêtent pas assez attention à la stabilité politique de l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu des dirigeants, finalement, depuis l'après-guerre, qui font preuve, à mon avis, d'une morale, même s'il a été pris la main dans le pot, mais pas pour lui. Là, le problème de l'Allemagne, c'était le financement des partis. Mais il y a eu très très peu de cas, bien évidemment. Et on sait que... la chancelière, lorsqu'elle a entendu parler de cette affaire Fillon, qui était plutôt son candidat favori au départ, il faut le dire, a tout de suite réagi en bonne protestante luthérienne, je crois qu'elle est luthérienne, pour dire on ne fait pas de la politique avec ces hommes-là. Au regard de ce traité, quand on voit un Donald Trump, ceux qui ont écrit ce traité, comment considérerait-il Donald Trump aujourd'hui ? Eh bien, voilà, vous avez la grille des 6 qualités d'un gouvernant, n'est-ce pas ? Il n'en remplit aucune. Il a gagné les élections, mais il les a gagnées par, justement, rejet du mauvais système, il faut le dire. Obama était peut-être très bon. Le système américain est un très mauvais système vis-à-vis de ses citoyens, dans tous les domaines. Et donc, il ne franchit aucune barrière. D'où mon pronostic est le suivant. Obama ne terminera pas, très probablement, si je suis l'Artachastra. Donald Trump, oui. Donald Trump, pardon, ne pourra pas terminer. Il ne présente aucune des qualités, et notamment une qui est extraordinaire.
ne jamais céder à la colère. Oui, ça c'est écrit. Hein, c'est fantastique. Maîtriser ses passions. Maîtriser ses passions. Mais ce qui est normal, on demande à un dirigeant de donner l'exemple d'abord. Et c'était le problème du président français peut-être précédent. Si vous voyez ce que je veux dire. La formation des ministres et des conseillers est essentielle, hein, selon ce traité. Ouais. Quel regard aurait, encore une fois, le ou les auteurs de ce traité sur l'Assemblée nationale française, qui sera donc élue demain et qui sera sans doute composée de nombreux nouveaux? Alors, en France, les gens s'inquiètent de l'absence, on va dire, d'équilibre. C'est peut-être un sujet. Mais je pense qu'avant, bien avant celui-là, je dis bien avant, la vraie question, c'est prenons chacun de ces députés et regardons à l'aune de ce qu'on appelle justement les bons critères de la gouvernance, s'ils les respectent. Et je suggère, en plus de la Cour suprême, dont j'ai parlé tout à l'heure, que les citoyens, en France, hein, fassent un peu comme en Suisse aussi, c'est-à-dire s'intéressent à l'évaluation des compétences et des qualités. Ce qu'on n'a pas eu le temps de faire avec le Parti En Marche, ce qui est un peu normal, c'est aller très très vite, mais ce qu'on peut très bien faire ensuite. Il faut arrêter de croire que la France se joue entre un président et une assemblée. J'arrive pas à bien comprendre. Il y a un troisième tour qui est la société. Et donc, il serait très intéressant d'avoir ce contre-pouvoir vis-à-vis justement des gens élus et d'avoir des critères. L'important, c'est des critères objectifs. Parce que si c'est pour revenir à Robespierre, et c'est le dérapage complet de la Révolution française, on ne va pas améliorer la gouvernance en France. Il y a un peu de Robespierre hein, quand même dedans, parce que contre la sédition, par exemple, le roi peut avoir un... Enfin, je crois que c'est une... Enfin, il peut assassiner, en fait, ceux qui ne lui conviennent pas, en fait. Oui, mais c'est là châtiment silencieux, voilà, c'est ça que vous le châtiment silencieux, c'est extraordinaire, voilà. Faire assassiner. Mettre dans le lit de son ennemi une prostituée qui va lui tirer les vers du nez. Oui, mais c'est ça le pouvoir. C'est en ce sens que Emmanuel Macron doit être aussi jugé à l'aune de sa compétence. Et de ce point de vue-là, qu'on le veuille ou non, Machiavel a évidemment beaucoup appris à l'Europe. Sauf, je disais, la question de la morale, et on verra ce que le président français va apporter là-dessus. Pour les autres, pour les députés, on voit bien que les Français demandent, et pas seulement, c'est à l'échelle du monde. J'ai été frappé de ça. À l'échelle du monde, il y a une demande de retour d'une morale. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, l'exercice du pouvoir, on doit être des bénis, oui. C'est là où j'aime bien cette vision balancée des Indiens. Il y a ce qu'on appelle fine balance, un équilibre subtil à avoir entre cette morale indispensable. C'est quoi la morale? C'est le bien public. Les gens me demandent toujours, c'est quoi la définition de la morale? C'est le bien public. Et puis, la gestion du bien public, qui effectivement n'est pas simple. Cette subtilité et plein d'autres, elles sont à retrouver hein, dans votre livre, Jean-Joseph Boileau, l'un d'ancienne au chevet de nos politiques, aux éditions du Félin. Merci. Et aussi en numérique. Merci. Et aussi en numérique. Merci à vous. Et surtout pour les auditeurs de l'international. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a conçu le numérique. Et à 6 €, je crois qu'ils ne pourront pas résister. C'est accessible. Merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt.